Et donc, je vous parle du cancer colorectal chez le sujet âgé. Bon, on ne revient pas sur toute l'épidémio qui a déjà été détaillée. Survie à 5 ans, 63%. Le nombre de cas de cancer colorectaux reste stable, mais il y a une baisse progressive de la mortalité quand même, en raison des progrès des traitements qu'on peut proposer aux patients et des campagnes de dépistage. L'âge est le premier facteur de risque de cancer colorectal. 95% des cancers colorectaux se manifestent chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Les autres sont détaillés. Récemment, j'ai trouvé que la durée d'exposition longue à l'amiante, qui n'était pas forcément décrite au préalable, était devenue un facteur de risque de cancer colorectal, était reconnu en tant que tel. Il y a aussi comme facteur protecteur l'activité physique et la consommation de fruits et légumes, tout simplement parce que ça diminue le temps d'exposition de la muqueuse aux facteurs cancérigènes. Le dépistage, donc, c'est un test immunologique à commander sur Internet ou chez le médecin traitant. Et maintenant, j'ai eu confirmation tout nouveau en pharmacie également. On peut le retirer en pharmacie, qui concerne les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Et bien sûr, ce test, c'est pour les patients qui n'ont aucun symptôme et pas d'antécédents familiaux. Alors, je me suis, moi, intéressée à la limite des 75 ans parce que ça me semblait jeune pour arrêter le dépistage. Et en fait, visiblement, les arguments sont de 2 ordres. Forcément économiques, on réfléchit en nombre d'années de vie gagnées, mais également des arguments médicaux parce qu'ils ont prouvé sur plusieurs études internationales que le risque était accru de complications suite à une coloscopie à partir de 75 ans et notamment quand on faisait une première coloscopie à partir de cet âge-là. Et l'âge était un facteur de risque indépendant de complications dans les études. Le taux de participation en France en 2020-2021, alors moi j'ai réussi à avoir des chiffres plus récents, c'était 35%. Dans Nord-Pas-de-Calais, on est en dessous de 33% de participation à ce dépistage. Le chiffre le plus bas est entre 8 et 32,9% exactement, pour un standard européen attendu à 45%. Le deuxième moyen de dépister les patients, c'est la coloscopie, qui est plus invasive forcément, qui va concerner les 4% de tests immunologiques dont je vous parlais juste avant qui sont positifs. Il y en a 4% qui sont positifs et ces patients-là, on doit leur faire une coloscopie. C'est aussi les patients qui ont un risque élevé ou très élevé de cancer colorectal, qui ont des antécédents familiaux ou des antécédents personnels, et les patients, bien sûr, qui vont avoir des signes cliniques. C'est plus difficile de prêter attention aux signes cliniques chez quelqu'un qui a 80 ans, qui a un trouble du transit, qui va être constipé. Mais si ça se répète ou si c'est vraiment des changements importants, il faut aller jusqu'à la consultation avec le gastro qui jugera si oui ou non il y a un intérêt à une coloscopie. Chez les patients chez qui la coloscopie n'est pas possible ou qui sont très à risque, ou en cas de symptômes évocateurs ou alors de hernie symptômes, on fait un coloscanner. Alors hernie symptômes, souvent nous on a des patients en consultation, des patients âgés qui viennent nous voir pour une hernie inguinale ou qui est apparue récemment. Et puis en interrogeant, on se rend compte qu'effectivement il y a des changements de fréquence de sel, etc., des signes qui nous interpellent. Des patients un peu fragiles et on est juste un peu interpellé, donc aller jusqu'à la coloscopie et faire prendre ce risque-là sur cet argument-là, et c'est un peu cher payé entre guillemets, et du coup on a cet argument du coloscanner qui est un examen de débrouillage et qui est assez rentable. Le traitement maintenant du cancer colorectal chez le sujet âgé, la résection endoscopique pour les petites tumeurs, polypes, tumeurs limitées, ça nous aide beaucoup parce que ça évite un geste bien plus invasif, mais il y a aussi le risque de perforation et c'est jamais anodin. La chirurgie, dans l'idéal, chez les patients âgés comme les autres, chirurgie programmée, éventuellement un rétablissement de continuité et stomie de protection si nécessaire. Les recommandations là-dessus, elles sont claires, c'est de faire le même geste chez le sujet âgé que chez un patient jeune, bien sûr en prenant en compte plein d'autres facteurs, mais on a remarqué que si on traitait ces patients âgés sur le plan chirurgical de la même manière, on avait des résultats sur le plan carcinologique qui étaient similaires. Concernant la chirurgie des métastases, et notamment des métastases hépatiques, pareil, on traitera le patient, bien sûr, avec toutes les précautions, comme un patient jeune. On n'a pas trop de barrières là-dessus. Bien sûr, il faut qu'il puisse supporter une résection hépatique. Et on utilisera volontiers les thermoablations qui sont d'aller brûler, en gros, les métastases dans le foie ou en péropératoire pour nous aider à être moins invasifs, ou c'est les radiologues qui font ça, secondairement, qui ne serait pas à l'occasion d'une chirurgie invasive. On privilégie bien sûr la chirurgie réglée et on est aidé des scores anesthésiques que j'ai cités pour essayer d'orienter nos gestes, à savoir si on va être plus ou moins invasif, si on va privilégier une cellio, une laparo et jusqu'où on peut aller. Et évidemment, les comorbidités sont plus importantes que l'âge concernant le cancer colorectal du sujet âgé.
Les particularités donc de ce patient âgé, c'est que c'est souvent, comme on l'a dit au préalable, des patients dénutris, qui ont parfois des troubles cognitifs et pour lesquels le recueil du consentement va être difficile. C'est difficile de savoir s'il va accepter d'avoir une stomie temporaire ou pas quand le patient a des troubles cognitifs. Et là, effectivement, on peut s'aider de la famille, du médecin traitant et de tout support qui connaissent mieux le patient que nous. C'est aussi ces troubles cognitifs qui vont occasionner un retard de diagnostic avec des tumeurs plus évoluées puisque le patient ne va pas forcément se plaindre et ça va être constaté que dans la couche ou dans le change, on a trouvé du sang et donc forcément une tumeur plus évoluée que s'il y avait une plainte au départ. Il y a aussi chez les personnes âgées qui ne sont pas forcément altérées ni qui n'ont pas de troubles cognitifs, la pudeur d'évoquer leurs troubles du transit et d'aller dire je suis constipée, j'ai la diarrhée, j'ai des glaires ou j'ai du sang. C'est pas glamour et c'est des générations où on n'en parle pas trop non plus et puis c'est pas tellement à la mode d'aller raconter ça et du coup ça fait que on a des retards diagnostiques à cause de ça. Ce patient âgé va parfois être plus difficile à opérer parce qu'on aime bien opérer en célio, c'est moins invasif. Mais comme je vous ai mis sur la photo, la célio, on gonfle le ventre, on restreint la fonction respiratoire et donc ça peut nous empêcher de faire une célio. Alors on se dit c'est pas grave, laparotomie, mais la laparotomie peut aussi avoir ses problèmes post-op, plus de risque d'absédation et puis plus de temps à se remettre de cette laparo, sauf si elle est vraiment sous-ombilicale et peu invasive. C'est des patients aussi qui ont une altération de la fonction cardiaque et des vaisseaux, donc qui seront plus à risque de fistule, c'est-à-dire de fuite sur la couture qu'on fera sur l'intestin, et qui vont moins tolérer les variations lors de l'intervention, notamment lors de chirurgie hépatique. En post-opératoire, ce sont des patients également qui seront plus confus, qui vont peut-être arracher une voie centrale, tirer sur la sonde urinaire, etc., et qui auront plus tendance à faire un syndrome de glissement. Et ça, c'est hyper important pour nous, au préalable d'une chirurgie un peu invasive ou lourde, d'évaluer, notamment avec les gériatres, avec les psychologues, le risque de syndrome de glissement de ce patient. Si c'est un peu limite, ça peut être extrêmement difficile à vivre d'affronter un post-opératoire. Et donc, le pré-op là-dessus est très important également. Les patients âgés, on a remarqué dans les études que les fermetures de stomie transitoire, alors on fait la poche en protection de la stomose, elles sont moins souvent effectuées que chez les patients plus jeunes, notamment dans les chirurgies du rectum, parce que le patient a subi une intervention, il ne va pas vouloir aller fermer la poche secondairement, qu'il a été fatigué ou qu'il y a eu des complications et du coup on arrive moins à la fermeture de stomie que chez un patient plus jeune. La morbidité post-opératoire, elle est plus importante, mais par des complications médicales, par les comorbidités du patient, plutôt que par les complications chirurgicales. C'est les patients, effectivement, l'arrêt des anticoagulants, etc. Il y a eu, et c'est important de le dire, quand même un revirement d'état d'esprit à la fois chirurgical et gériatrique constaté. C'est pas de l'évidence based medicine, mais c'est une impression en discutant avec mes collègues d'autres générations, ou même nous, on a vu arriver un revirement où avant, les années 2000 environ, on disait non, pour 80 ans... on va pas l'opérer, il est beaucoup trop âgé, trop risqué, etc. On n'aurait pas pu évoquer ça avec les familles. Et en fait, il y a eu un revirement parce qu'on s'est rendu compte que de ne pas opérer ces gens de 80 ans, on vidait la banque du sang avec les transfusions itératives parce qu'ils saignaient. C'était des patients qui décédaient en occlusion ou avec une prise en charge de la douleur difficile. Et du coup, il y a eu ce revirement de se dire, en fait, il faut peut-être qu'on essaie de les opérer avec des bons résultats qui ont fait que maintenant, c'est pas l'âge qui va nous arrêter, effectivement, avec l'importance de l'évaluation gériatrique, voire oncogériatrique préopératoire. Effectivement, l'évaluation oncogériatrique, pour nous aussi, elle est hyper importante au moment où on va devoir décider d'une chimio, en fait. Mais effectivement, en pré-op aussi, pour prendre la décision, on a besoin de ces armes-là, à l'aide de divers scores, notamment le score de Balducci qui va un peu classer les patients en plusieurs groupes et puis selon ce groupe discuter de plutôt faire un traitement optimal entre guillemets avec toutes les doses standards comme les jeunes ou alors de se dire on va adapter un peu parce que c'est un patient fragile ou alors on fera des soins palliatifs parce que patient extrêmement fragile et pas de bénéfice à quoi que ce soit d'invasif. La chirurgie en urgence arrive malheureusement souvent chez les patients âgés. C'est plus de 40% des patients qui ont plus de 80 ans. C'est souvent en occlusion en fait qu'on retrouve les patients âgés parce qu'ils ont attendu et que la tumeur vient obstruer la lumière digestive. Taux de mortalité 3 fois supérieur au taux de mortalité qu'on aurait pour un patient plus jeune. Mais l'occlusion, dans le pire, a une meilleure pronostic que si on a un patient en péritonite, bien sûr, de se remettre d'un sepsis grave, ou si on a un patient, et ça c'est quand même plus rare, d'avoir une hémorragie qu'on doit opérer. Il faut donc essayer d'anticiper l'urgence, et aussi d'anticiper l'urgence de ne rien faire. Parce que parfois, c'est des patients qui viennent d'autres centres,
que nous, on accueille chez nous à Divion, qu'on accueille dans un centre où on ne connaît pas le patient, où il y a des décisions qui ont été prises, notamment décisions de limitation thérapeutique ou de pas de gestes invasifs, et on se retrouve à se demander qu'est-ce qu'on fait avec ce patient âgé qui a l'air altéré, où on voit dans un dossier limitation de soins palliatifs. Les gens ne sont pas forcément au courant, donc c'est pour ça que j'ai mis une décision d'abstention rationnelle avec tout le monde qui est bien au parfum et bien informé de ça avec les mots qu'il faut. Et si changement d'équipe, donc, de pouvoir respecter la décision avec une traçabilité de l'évaluation oncogériatrique qui aurait lieu pour ce patient et un consentement éclairé si possible. Et bien sûr, c'est pas si simple. En général, ces patients-là ne peuvent pas nous dire clairement les choses. L'occlusion, petit focus, qu'est-ce qu'on fait au niveau chirurgical quand on a un patient âgé en occlusion ? Alors, dans l'idéal, résection anastomose, on enlève la tumeur et on refait la continuité digestive en un temps. Ça, c'est tout à fait possible pour le côlon droit chez les patients qui sont pas trop dénutris. Sinon, le reste, on privilégie un geste simple selon les recommandations, c'est-à-dire on dérive les selles, on chinte la tumeur, colostomie de dérivation, geste simple et rapide, peu invasif. Et ensuite, ça nous permet de faire le bilan de la maladie, de faire les prélèvements, etc., de faire le bilan du patient lui-même, de ses comorbidités, et de le renutrir et de l'optimiser afin qu'il arrive à une chirurgie programmée avec, comme je le disais, le rétablissement tendineux, c'est-à-dire pas de stomie, si possible, bien sûr. On a une alternative en cas de cancer sténosant du côlon gauche, c'est-à-dire tout ce qui est de ce côté. Stent en bridge to surgery, c'est-à-dire qu'on met le stent. Alors, c'est pas forcément acté de cette manière, mais de plus en plus, on en entend parler. On met le stent, comme pour les stents cardiaques, dans la tumeur. Ça permet de faire à nouveau passer le transit. Et c'est une solution d'attente, le temps de se retourner, entre guillemets, et de voir un peu ce qu'on va faire de ce patient, comment il est, et de faire tout ce qui est préétabli, bilan de la maladie, etc. Le stent, c'est aussi une solution palliative chez les patients très fragiles. Donc la chimiothérapie chez le patient âgé, pareil, donc importance de l'évaluation oncogériatrique. Chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire qu'on a opéré le patient, il y a une indication, selon les recommandations, à lui faire de la chimio. Pareil, recommandation, chez le patient âgé, on fera plutôt une monochimiothérapie, mais les oncologues vont volontiers aux recommandations habituelles. Petit bémol sur la chimio orale, moi j'avais cette impression, avant de discuter avec les oncos, que bon, chimio orale c'est super, c'est moins invasif, il n'y a pas les perfusions, etc. En fait, il y a quand même plus d'effets secondaires, bizarrement. Et puis, ils ont parfois du mal à prendre leurs médicaments parce que c'est 4-5 cachets le matin, 4-5 cachets le soir. S'ils ne sont pas forcément hyper observants, ça peut poser problème. Ce n'est pas aussi magique que ça d'avoir cette forme orale, finalement, pour le patient âgé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il y a aussi beaucoup de patients contre-indiqués au 5FU, c'est-à-dire les patients coronariens, pour lequel il y a un autre type de chimio, mais en gros, le 5FU, c'est un peu ce qu'on met en première intention à tous les patients en onco, notamment dans le cancer colorectal en adjuvant. La chimiothérapie chez les patients métastatiques, cette fois, on utilise la même, c'est-à-dire que, OK, on peut mettre des anti-angiogéniques et des anti-EGFR. Il y a des études qui ont, cette fois, et c'est rare, inclus des patients de plus de 75 ans, notamment pour le bevacizumab, et c'est OK, bénéfice de survie sans progression, avec une tolérance qui était correcte. La radiothérapie, c'est essentiellement en néoadjuvant dans le cancer colorectal. Je parlerai pas des radiothérapies palliatives. On a les protocoles normaux, longs, et puis chez le patient âgé, on a des protocoles courts, et comme on l'a dit, pour leur éviter les allers-retours, pour éviter aussi la prise de la chimiothérapie. On opère, donc c'est une radiothérapie sur 5 jours, on les opère une semaine après. Et puis aussi se développe chez le patient jeune et chez le patient âgé aussi, ça se défend dans les deux, c'est-à-dire qu'il y a parfois des patients qui répondent complètement au traitement néoadjuvant. Cancer rectal, on leur fait la radiochimio, réponse complète, et quand on a la preuve, on va pas aller faire une chirurgie invasive comme c'était recommandé jusqu'alors, on va attendre et surveiller les patients avec des très bonnes réponses. Moi j'ai notamment 2 patients qu'on surveille et qui n'ont rien depuis plus de 3 ans. Donc, c'est aussi un des arguments et une des armes thérapeutiques en cas de réponse complète, bien entendu prouvée. Petit bémol sur l'impact du Covid-19 sur la prise en charge du cancer colorectal, parce qu'on le voit, nous, encore maintenant. On le ressent, donc j'enfonce des portes ouvertes, mais retard diagnostique, retard de prise en charge, tumeur plus évoluée. Et c'est pas juste observationnel, tumeur plus évoluée. Il y a une étude qui a été faite là-dessus,
dans le JAMA et qui a retrouvé que la charge tumorale des patients après le Covid était plus importante que celle qu'on avait avant, en fait. Donc là, pour le coup, c'est evidence-based medicine, c'est prouvé, et avec des patients qui arrivent forcément plus altérés au traitement éventuel. En conclusion, c'est assez pratico-pratique. Diagnostic précoce par le dépistage et en cas de signe clinique. Évaluation oncogériatrique standardisée avec préhabilitation et renutrition. Dialogue avec le patient, la famille. Effectivement, on insiste, la famille est souvent très présente chez les personnes âgées. Elle doit faire partie aussi de la décision sans non plus se substituer au patient parce que souvent, c'est un peu difficile de faire la jauge entre les deux. Donc, il faut vraiment essayer d'écouter le patient en premier lieu, de tracer les décisions pour pas avoir ces problèmes de dire qu'est-ce qu'on a décidé, on ne sait pas, on appelle, qu'est-ce qui se passe. En post-opératoire, réhabilitation adaptée, prise en charge psychologique importante chez le sujet âgé, on n'y pense peut-être pas forcément, mais c'est hyper important qu'il puisse être écouté et qu'on puisse débriefer de ce côté-là en post-op, éventuellement en pré-op si possible. Surveillance rapprochée des iléostomies. Les iléostomies, on les fait en protection des coutures de l'intestin. Ça peut très vite tourner au vinaigre, si je puis dire, si on ne surveille pas les débits des iléostomies. C'est des patients qui peuvent hyperdébiter très vite et se mettre en insuffisance rénale extrêmement vite également. Et la chimio, donc comme pour tout le monde, avec l'évaluation oncogériatrique avant, bien entendu, avec adaptation parfois des doses et des drogues, notamment, comme je vous le disais, les impossibilités de mettre du 5-FU. Le seul traitement curatif actuellement est encore la chirurgie. Effectivement, on raisonne en termes d'espérance de vie sans rechute, de qualité de vie et de préservation de l'état fonctionnel, avec donc une prise en charge multidisciplinaire, comme je vous le disais au préalable. Merci.